Bienvenue dans ce nouvel épisode du Carnet de l'étudiant étranger. Aujourd'hui, nous recevons une femme au parcours aussi bouleversant qu'inspirant, Vanessa Ngassa. Originaire du Cameroun, Vanessa est venue en France pour construire son destin. Entre les défis de la vie étudiante, les responsabilités de la maternité loin de ses repères et la création de son association, elle nous livrera un témoignage d'une sincérité rare sur ce que signifie être mère à l'étranger. Dans cet échange, Vanessa nous parlera de son arrivée en France et du choc culturel, comment elle a décroché son master en portant la vie, de son engagement associatif pour soutenir les mamans isolées et de la nécessité de kiffer sa vie tout en restant profondément ancrée dans ses racines camerounaises. Le carnet de l'étudiant étranger, c'est maintenant. Bonjour Vanessa, peux-tu nous parler de ta vie avant la France? Parle-nous du Cameroun. Je suis née à Ngousso, donc à Yaoundé, c'est un quartier populaire quand même. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai obtenu mon bac au lycée bilingue d'Essos qui est à côté de Ngousso. Et après, j'ai fait la fac à Soa qui est à côté de Ngousso aussi. Donc j'ai toujours je me suis jamais trop éloignée. Donc c'est vrai que j'ai grandi là-bas avec ma famille, issue d'une famille monoparentale, mais une maison toujours bien remplie. Donc une enfance, adolescence assez cool. J'ai toujours eu plein de monde. Je me suis toujours bien amusée. J'ai toujours fait ce que j'aimais. À quel moment t'es venue l'idée de quitter le pays et de venir en France? Je ne pensais pas forcément que je vais partir de mon Cameroun parce que c'est mon pays que j'aime tant. Mais après avoir obtenu mon master en sciences politiques, je me suis rendu compte que je voulais découvrir autre chose. J'avais besoin d'autre chose. Je l'ai obtenu assez jeune, enfin ça dépend. J'avais 21, 22 ans quand j'ai eu mon master. Donc je me disais, je peux encore apprendre. Je suis une personne, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup me former. Tout le temps. Et j'ai échangé avec ma mère. Je lui ai dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vois pas forcément de suite là, tout de suite au Cameroun. Et je suis encore jeune. Et on a échangé, on s'est dit, tu peux aller en France faire autre chose. Et donc, on a commencé à faire les recherches. Ça s'est fait très rapidement. On a commencé à faire les recherches. J'ai trouvé l'école, etc. J'ai fait l'inscription, c'était OK. Il fallait passer par Campus France. Je suis passée, c'était OK. J'ai eu mon visa. Et puis, du jour au lendemain, je me suis retrouvée en France. Quels ont été tes premiers chocs ou en tout cas les premiers émerveillements aussi de ton arrivée? Quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as le plus kiffé à ton arrivée et des trucs que tu t'es dit, wow, ça me tabasse un peu? Je pense que pour tout le monde, c'est déjà la vue, les yeux. Ce que tu vois, ça change totalement. Donc, tu entres dans un avion, tu as vu des choses et quand tu atterris, tu vois autre chose. Il y a déjà la vue. Il y a ce que tu ressens. Enfin, quand je parle de ressentir, c'est la température. Je suis partie en novembre, il faisait très chaud au Cameroun et j'arrive à Charles de Gaulle. Très froid. Très froid. Et du coup, tu le ressens. Avant même de sortir, avant même que tu ne comprennes, en fait, tu le ressens déjà. Ce que tu vois, ce que tu entends, les bruits, les voix, c'est pas pareil. Et la température. Donc ça, c'était vraiment les premiers chocs que j'ai eus. Je me suis dit, OK. Je ne suis plus au Cameroun, il va falloir réussir parce que c'était ça mon objectif. Et quand tu es arrivé, c'était quoi ta première ville? Tu es arrivé où? Je suis arrivée en Île-de-France, à Villeneuve-le-Roi, Orly. Okay. Donc j'étais hébergée par la grande sœur d'une amie qui est une grande sœur à moi, on va dire ça. Et j'étais là-bas et j'allais à l'école à Trappes. Donc je partais du 94 pour aller dans le 7-8 pour aller à l'école. Donc c'est loin. C'était le parcours du combattant tous les matins. Oui. Avec le RERC. Oui, mais tu sais, moi, ça me dit quelque chose. Parce que moi, je faisais le sens contraire. Donc, moi, je venais pas de Trappes, mais de La Verrière. Donc, oui, je connais très bien la Verrière. Moi, je venais de l'arrêt d'après pour aller bosser à Paris. Donc, voilà. Oui. En fait, je dis Trappes, mais c'est là où le train me laissait. Mais j'étais à Elancourt, plutôt. Elancourt? Oui, j'étais à Elancourt. L'école était à Elancourt. Du coup, la maison, moi où j'étais, c'était à Elancourt. Donc, voilà. Je sortais. C'était en quelle année, ça? 2017. Ah ouais, moi c'était 2019. Ouais, donc j'étais à Elancourt. Ah ouais, ok, je connais très très bien le coin. Oui, donc voilà. Je vois à quel point ça doit être long. Ah ouais. Très très long. Ok. Et comment tu t'en es tiré? Comment tu t'en es sorti? Comment tu as pu gérer ça? C'était dur. Franchement, avec du recul, c'est très compliqué. Le matin, il faut se lever très tôt. Ouais.
il faut faire le trajet, tu es seul parce que ici on ne parle pas, tout le monde est sur son téléphone. Ouais. C'est une grosse solitude dans les transports. Et donc des fois je dormais et du coup je ratais, le train il continue avec moi et je me réveillais, je suis où? Et, puis, et le début c'était très difficile, je suis sortie, la première fois où je vais à l'école, je sors de chez moi à 5h parce qu'il faut que je prenne les trains, les bus, les nanana. J'arrive à l'école à 11h. Tellement j'ai loupé les trains, je comprenais rien. Les gens couraient, je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On court après quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand tu viens d'un pays où tu sors de chez toi tranquille, tu prends ton taxi, ça te laisse où tu vas. Et voir les gens courir comme ça, tu te dis, oh là, qu'est-ce que... Oui, c'est vrai que c'est assez... Ok. Mais et ça a duré combien de temps, ça, ce rythme-là Ce rythme-là, ça a duré 6 mois. Ça a duré 6 mois, donc parce que je suis arrivée en novembre, donc j'ai terminé l'année. Et après, du coup, j'ai eu une chambre d'étudiante à côté de l'école. Donc là, vraiment, j'ai commencé à revivre. Parce que je me réveillais à 8h pour 8h30. Donc là, du coup, je revivais. Et puis, j'avais mon alternance. Donc, j'avais mes petits sous. Je commençais à devenir indépendante parce qu'en toute sincérité, ma première année, c'était un carnage. C'était vraiment terrible. Pour dire, c'était vraiment... Je pleurais presque tous les soirs parce que je voulais rentrer chez moi. Mais après... Et la question qu'on peut se poser, comment tu te retrouves à Rennes? Qu'est-ce qui se passe et quels sont les moments clés qui t'emmènent à Rennes ici? Alors quand je termine à Paris, moi je vais dans le sud pour faire mon Master 2 parce que je suis revenu en Master 1 ici en France. Je vais dans le sud. Après, il y a le Covid et tout ça. Je reviens à Paris pour retrouver mon mari parce que lui, il était étudiant à Nantes. Et donc, on se retrouve à Paris. Et on a des enfants parce que ma première fille, je l'ai en tant qu'étudiante. Donc, je suis dans le sud. Je reviens avec mon mari. On a notre deuxième enfant. Et puis, Paris, ça ne va plus. On ne se retrouve plus. Galère sur galère, logement, boulot. Paris, c'était plus possible. Et comme mon mari l'avait fait Nantes et qu'il avait des connaissances à Rennes, et qu'on était venu une fois à Rennes et j'avais bien aimé la ville, je lui ai dit on va à Rennes. Et lui, il ne voulait pas du tout, parce que c'était un Parisien, on habitait dans le 15e. Donc, je lui ai dit, si tu pars pas, moi je pars et toi tu restes, parce que Paris, je ne peux plus. Et on est parti et finalement, la Bretagne, ça nous gagne. Non, t'as raison. C'est vrai que quand on vient à Rennes, moi ça fait 9 ans que je suis là, mais même quand je quitte Rennes, je reviens toujours. Je sais pas, il y a quelque chose qui me ramène ici. Tout comme il y a des gens qui vivent à Grenoble, mais ils se retrouvent à Rennes, je sais pas pourquoi. Je sens que c'est un statut visé, ça. Je sais pas à qui tu t'adresses, mais bon. Donc Rennes, c'est particulier. Et alors, c'est très très bien parce que là, tu as énoncé le sujet d'ailleurs de base, ce dont nous allons parler, parce que tu as publié un livre cette année, 2026, oui, en mars 2026. Donc le livre Mère à l'étranger, où tu parle un peu de cette expérience de mère à l'étranger et on va y revenir. Premier truc, moi j'aimerais juste savoir comment tu le vis, le moment où tu sais que tu vas devenir maman. Moi, la maternité, je pense que j'ai toujours été mère. Depuis que je suis toute petite, je suis toujours près des mamans, je suis toujours avec les enfants. C'est vraiment quelque chose pour moi qui me semblait naturel. Donc je n'avais pas peur de devenir mère parce que pour moi, c'était impossible de penser ma vie sans ça. Parce que, comme j'ai dit, j'ai toujours grandi, il y a eu toujours beaucoup de monde, j'ai porté beaucoup de bébés, j'ai beaucoup d'enfants, hormis mes enfants, et j'ai beaucoup d'enfants aussi. Et donc pour moi, ça, c'était pas un problème de devenir mère. Ça l'était pour mes parents parce que j'étais étudiante. Tu es enceinte étant étudiante, ça veut dire que tu ne vas pas finir tes études, ça veut dire que tu vas faire n'importe quoi, ça veut dire que... Mais moi, j'étais très concentrée parce que pour moi, je savais que la maternité n'allait jamais être un frein parce que j'en avais besoin. Je savais que j'avais besoin d'être mère et que c'est quelque chose que j'aime jusqu'aujourd'hui. Et donc, ce n'était pas ça mon problème. C'était ce qui était autour qui a été difficile pour moi. Ce n'était pas en soi la grossesse ou l'accouchement. Parce que je savais que, comme ma mère me disait toujours, ça fait mal, mais après, ça passe. Ok. J'aime bien ce que tu dis. C'est cool. Mais ta manière de parler de la maternité est très, très intéressante. Peut-être que tu avais le cœur léger parce que tu te disais que tu avais déjà ton premier master, en tout cas obtenu au pays. Est-ce que ce truc-là a joué aussi ou pas? Non? Pas du tout.
Parce que avoir un master au pays et que tes parents aient pris leurs économies, enfin je parle surtout de ma mère, prendre tes économies pour t'envoyer en France, pour continuer les études, c'est un certain message que ça envoie. Même si on ne te le dit pas, il y a une certaine pression que tu as sur tes épaules. Donc c'était surtout ça, de comment faire moi étant ici pour la rassurer que ça va aller. Parce qu'elle voit que je suis là, je suis enceinte. Mais elle se dit comment je vais faire. Je suis seule entre guillemets, je suis dans un autre pays, comment je vais faire. Pourtant moi dans ma tête, je savais que ça allait aller. Mais comment faire pour qu'elle comprenne, n'étant pas sur place. Donc il faut penser aussi à ceux qui ne sont pas sur place avec toi, qui ne comprennent pas forcément tes réalités ou tes nouveaux objectifs. Et ça, c'est on va dire, le premier défi auquel tu te confrontes en tant que mère à l'étranger. C'est ça, c'est ma mère. C'est dire à ma mère, c'est dire à ma mère, maman, je suis enceinte, mais t'inquiète pas, je vais continuer mes études, je vais avoir un bon boulot, t'inquiète pas, t'as pas perdu ton argent, je vais pas, non, t'inquiète pas maman, ça va aller. Et du coup, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai agi. Donc j'étais en Île-de-France quand je suis tombée enceinte. J'ai obtenu, enfin, peut-être que tu allais poser la question, mais bon, allez, je me lance. J'ai fait un concours dans une école dans le sud parce que je voulais aller dans cette école-là. D'accord. Et donc, quand je suis allée, parce que j'ai accouché en décembre, et donc je suis arrivée en septembre dans le sud, je ne leur ai pas dit que j'étais enceinte. Parce que c'était une école où il fallait faire de l'alternance. Si je leur disais, bah ouais, mais je suis enceinte, déjà en faisant un concours où on prenait 5 personnes. Donc, je n'allais pas oser. Donc, je suis arrivée, j'ai fait comme si je camouflais mon fond, comment je serrais les jeans pour aller à l'école pour qu'ils ne crament pas que je suis enceinte. Et je me disais, purée, comment je vais faire? Et un jour, j'ai dit, j'ai appelé ma directrice, je lui ai dit, écoutez, puisqu'on arrivait en octobre, novembre, elle me disait, mais et l'alternance? Je ne cherchais pas parce que je savais que je n'allais pas faire d'alternance. Et donc, j'ai dit, madame, je suis enceinte en fait. Ah ouais. Et j'ai dit, je suis enceinte, mais je vais avoir mon master. Je suis trop motivée. Je suis partie de Paris pour venir dans le sud pour faire cette formation. Je suis partie du Cameroun pour faire des études. Il est hors de question que je ne termine pas mes études. Et je ne vais pas dire un coup de chance, je vais parler de Dieu, je vais dire gloire à Dieu. La dame, ma directrice, me dit, moi aussi quand je faisais ma thèse, j'étais enceinte. Donc tout de suite, elle comprend et elle voit mon abnégation parce que j'étais jamais en retard à l'école. J'étais toujours là. Pourtant, j'étais enceinte de 7-8 mois. Tu vois, j'étais toujours là. J'avais mes petits malaises que je camouflais parce qu'il fallait impérativement que j'ai mon diplôme. Et de là, elle me dit, on va s'arranger. Tu ne vas pas faire d'alternance parce que tu ne peux pas faire d'alternance. Donc, on va s'arranger parce que l'école, ça coûte cher. Et moi, je ne pouvais pas payer. Parce que j'avais déjà eu, mes parents, ils ont mis beaucoup d'argent. Ensuite, j'ai été en alternance, donc du coup, mon entreprise payait. Et là, cette année-là, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas payer l'école. Elle m'a dit, on va s'arranger pour que ça passe, parce que c'est un cas spécial et on a des choses en place pour ça. Donc, j'allais à l'école, j'ai fait mon congé maternité, 3 mois. Quand ma fille a eu 3 mois, j'ai repris l'école. Des fois, j'allais à l'école avec ma fille dans la poussette parce que je n'avais pas de moyens de garde. Ma directrice, allez, regardez ma fille à la pause. C'est incroyable ça, comme témoignage. C'était impossible pour moi de pas. J'étais vraiment, je voyais rien d'autre que mon diplôme. Donc, j'allais, j'ai des photos, j'ai des vidéos. Peut-être que si tu en as besoin pour ça, donc j'allais avec ma fille à la poussette, mes amis qui m'aidaient à porter la petite, la directrice, etc. Elle faisait venir même sa fille de 7, parce qu'il y a une période où je devais passer les examens, il n'y avait personne pour garder la petite. Elle a fait venir sa fille de 7, sa fille gardait la petite. Quand je partais passer les examens, à la pause, elle allait avec elle, je donnais le bibi et tout. Et après, le soir, je rentrais avec ma petite. Mais tu sais quoi, moi, je ne passerai pas cette étape. J'aimerais te demander, s'il te plaît, aurais-tu un mot à dire à la directrice, en tout cas cette dame-là, ou carrément même citer son nom, lui dire un petit coucou. Je vais, bien sûr, Laurence Veil, je ne peux pas oublier. Laurence Veil, je tenais encore à vous dire merci, parce que je pense que c'est grâce à vous, peut-être vous ne vous rendez pas compte, que j'ai pu terminer mon année, que j'ai pu avoir mon master. Et ce n'est pas toujours évident. Quand j'arrivais dans le sud, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais vous avez été une oreille attentive, vous avez compris par quoi je passais et je vous dis merci infiniment parce qu'aujourd'hui, je suis une femme entre guillemets accomplie et je pense que sans ce master-là, j'aurais pas eu les boulots que j'ai eu par la suite. Donc, ça a été une petite étape mais qui a donné le temps à toute ma vie. Donc, merci infiniment Madame Veil et à toute l'équipe de l'ESSEC de l'Université de Montpellier pour l'accompagnement.
En tout cas, c'est magnifique. C'était la petite séquence émotion. Oui, Vanessa, tu as fondé, parce qu'au-delà du bouquin, on va revenir, mais tu as fondé l'association de soutien entre mamans. Quel manque criant as-tu identifié sur le terrain qui t'a poussé à transformer ce besoin en une action structurée? Le terrain, c'était moi déjà. À chaque fois, le terrain, ça a toujours été moi. Ouais. Je suis partie d'un besoin que j'ai eu et je me suis dit, si j'ai ce besoin, alors peut-être que d'autres femmes l'ont. En effet. Donc, l'association, j'ai commencé avec des lives sur Instagram pendant la période de Covid. Je faisais des lives sur Instagram avec mes copines. Je disais, ah ouais, bon, venez, tout le monde essayait de faire quelque chose cette période-là. Ouais. Et je disais, bah, venez, on se raconte comment ça s'est passé nos grossesses, nos accouchements, etc. Et au fur et à mesure, je faisais des lives, je me rendais compte que, c'est bizarre, il y a des trucs qui ressortent. Et c'est vrai que intérieurement, il y avait des choses que je vivais et je ne savais pas que ça arrivait à d'autres femmes. Ouais. Je prends l'exemple de l'allaitement parce que c'est la chose qui m'a le plus troublée. Okay. J'allaitais et ça me faisait extrêmement mal. Pourtant, j'ai toujours été près des femmes au Cameroun, près des mamans, et je n'ai jamais entendu une femme dire qu'elle a mal en allaitant. Donc, je me suis posé 2 questions. Soit elles n'avaient pas mal, et c'est moi le problème, soit elles avaient mal, mais elles camouflaient, parce que au Cameroun, c'est le seul, pour les personnes qui ne sont pas aisées, c'est le seul moyen de nourrir son enfant. Oui. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, que tu aies mal ou pas, et dans les 2 cas, bah, ça m'a troublée. Je me suis dit, c'est bizarre. Et quand j'ai commencé à parler, les autres, ah oui, mais moi aussi j'ai mal quand j'allaite et tout. Ah, j'ai des petites blessures il y a un an, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et tout, je me disais, ah oui, donc je ne suis pas seule, en fait, je ne suis pas folle. Ouais. Et le baby blues, et la dépression postpartum, et toutes ces choses. Moi, je suis très simple dans ma manière de parler. Si tu as lu le livre, je l'ai écrit de manière très simple. Parce que j'ai besoin qu'on se parle simplement. Parce que je pense que c'est ce dont on a besoin. On n'a pas forcément besoin de gros mots, on n'a pas besoin de grosses idéologies, mais il faut être sincère. Donc, j'ai parlé en toute sincérité. Et mon live, c'était pareil. Ça s'appelait Entre mamans sans tabou. Et sur Instagram, je l'ai fait pendant 4 ans. Ouais. J'ai eu beaucoup de personnalités publiques même, des influenceuses qui sont venues et qui à chaque fois ont brisé la glace. Ouais. Il y a eu des pleurs, il y a eu des... Parce que je pense que vu que je suis simple, donc on parlait simplement, elle se sentait à l'aise de parler de ça. Et donc je me suis dit, j'aime bien les réseaux sociaux, mais moi je suis très humaine, je me définirais même comme philanthrope. Okay. Et je me suis dit, j'ai besoin de concret. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais si demain Marc dit je ferme Facebook, Instagram, qu'est-ce qui reste? Donc je me suis dit, il me faut quelque chose de concret. Je vais aller voir les femmes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui peuvent avoir ces problématiques. Et donc je me suis dit, je crée une association. Je ne savais pas comment ça se passe. Je me suis dit, ok, c'était pendant mon congé maternité. J'ai dit, allez, Vanessa, j'ai écrit les statuts, j'ai fait j'ai fait toutes les démarches et tout. J'ai lancé l'assaut. Et on a fait pas mal et on continue d'ailleurs, on fait pas mal d'actions, pas mal d'activités, que ce soit en France ou au Cameroun, parce que je suis en partenariat avec les Petits Chaperons Rouges, à qui je fais un clin d'œil, donc c'est le plus grand groupe de crèches de France. Et je leur dis merci parce que mon association n'avait même pas débuté, qu'ils ont cru en ce projet. Et ils organisent constamment des collectes de vêtements, de jouets que je vais déposer au Cameroun, et ça fait beaucoup de bien à énormément de familles. Ouais. Et en France aussi, je travaille beaucoup sur le côté psychologique de la femme, la mère qui s'oublie, notamment avec Maman, comment vas-tu, qui est une série, qui est un espace de rencontre que j'organise où les femmes viennent juste, il n'y a pas de thématique, c'est juste la question Maman, comment vas-tu? Et je pense que chaque maman derrière la caméra comprend la portée de cette question. On nous demande toujours comment ça va les enfants, le mari, comment ça va la maison, mais très peu comment toi, tu vas en tant que femme et en tant que mère. Donc cette question pour moi qui est aussi simple, comme j'ai toujours dit, c'est une question qui fait sortir beaucoup d'émotions, qui fait parler beaucoup de femmes et qui aide et soulage. Donc mon association est autant sur le plan physique, financier, mais surtout sur le plan psychologique, l'accompagnement des mamans. Très intéressant. Dans ton livre, tu parles des réalités invisibles. Quelles sont ces autres choses qui t'ont perturbé pendant cette période? Les réalités invisibles, c'est les détails de tous les jours. C'est ce sentiment-là, des fois, de devoir trop se justifier, de devoir justifier qui on est, de devoir justifier ce qu'on fait. Pourtant, je pense que on est tous des êtres humains et on est tous étrangers quelque part. Et je l'ai dit dans le livre. Et je trouve dommage de mettre en avant toujours le négatif de l'étranger.
Et quand je parle, et même juste le mot étranger, hein, quand j'écrivais le livre, à chaque fois on me dit mais pourquoi étranger? Je dis mais parce que je suis étrangère. C'est pas la même perception, juste le mot étranger n'est pas la même perception pour moi que pour mon pays d'accueil. Pour moi, étranger, quand j'étais au Cameroun, quand un étranger venait, on était content. On rangeait la maison, on faisait à manger, on était content de recevoir un étranger. Mais aujourd'hui, le mot étranger a pris une autre... c'est un mot totalement différent. C'est un mot tabou, c'est même, on dirait c'est tabou. Mais non. Donc, je parle vraiment de toutes ces choses invisibles, que ce soit dans l'éducation des enfants. Qu'est-ce que je donne? Parce que moi, ça ne se voit pas, mais moi dans ma tête, à chaque fois que je dois prendre une décision, même à chaque fois que je dois gronder ma fille, ça me ramène à moi mon enfance. Mais personne ne le voit. Mais sauf que moi, j'ai pas la même enfance que mon enfant. Donc à chaque fois, il y a ce... Ma fille, elle me dit, oh, je veux pas le yaourt. Je lui dis, tu veux pas le yaourt? Mais moi, au Cameroun, le yaourt, c'est pour les riches, entre guillemets. Mais sauf que non, elle n'est pas au Cameroun. Donc à chaque fois, moi, je dois me remettre en question et trouver le juste milieu. C'est pareil pour le couple. Avec mon mari qui vient du Cameroun aussi, comment on a dû se réinventer. Il a dû déconstruire le père super roi et devenir le père qui fait partie de la famille, qui se met au service de sa famille. Mon mari me disait, oui, mais moi, j'ai jamais vu mon père changer une couche. D'ailleurs, il a écrit un chapitre dans le livre. C'était vraiment sur le champ de bataille, la transformation, parce que ça a été très difficile. On a plusieurs fois failli se séparer parce qu'il y avait vraiment des incompréhensions et c'était tout à fait normal. Donc, les couples, les incompréhensions, ça fait partie de la vie. Donc, on ne se sépare pas à chaque problème parce que sinon, bon courage. Et donc, lui, effectivement, lui-même en écrivant le livre, ça a été une thérapie pour lui parce qu'il a pu se poser des mots, se dire, ok, ça, je pensais que ça, alors que ça. Un exemple tout simple. Quand on a eu notre deuxième enfant, c'était vraiment la crise. Hein. Alors là, c'était vraiment la crise. Et moi, je ne travaillais pas, donc je gardais les enfants. Et des fois, ils rentraient du travail et la maison n'était pas prête. Le repas, il n'était pas prêt. Il me disait, mais comment c'est possible? Mais moi, je pars au travail et puis toi, tu es à la maison. Et même moi, je ne savais pas répondre parce que je culpabilisais. Je me disais, mais oui, mais je suis une femme. Normalement, je dois pouvoir faire. Et on s'est rendu compte ensemble, parce que lui, il me disait... Dans le livre, il disait, mais moi, je voyais ma mère qui gérait tout. Mais parce que sa mère, elle n'était pas seule. Au Cameroun, il y a toujours des tantes, il y a toujours des oncles, il y a les cousins, il y a les voisins. Les aides sont vraiment à foison. Voilà. Il y a tellement d'aides, il y a tellement de personnes, tu n'es jamais seul. Mais ici, en France, tu dois tout gérer seul. Les enfants, la famille, le foyer, ce stress invisible là, de la peur de mal faire. Quand tu déposes ton enfant à la crèche, tu peux pas... Enfin, il y a une perception un peu différente. Des fois, on ne comprend pas les choses et on feint de comprendre parce qu'on ne veut pas paraître con, débile, mais en fait, on n'a pas compris. Mais si on dit qu'on n'a pas compris, on va dire, ah, mais toi, tu es débile, comment tu n'as pas compris? Et hop, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est tout ce stress-là qui est là. Et c'est tout ça, tout cet invisible-là qu'il est important de mettre en lumière aujourd'hui. Parce que je pense qu'énormément de personnes vivent ça, mais n'osent pas en parler pour... oui, mais tu te plains, on ne se plaint pas. C'est juste un fait. Je ne me plains pas, j'aime ma vie, je m'aime, j'aime mes enfants, j'aime mon mari. Mais c'est un fait. Et on peut l'améliorer. Qu'est-ce que le Cameroun t'a donné que la France ne peut pas t'enlever? Qu'est-ce que le Cameroun m'a donné que la France ne peut pas m'enlever? Je pense déjà ma nationalité, le continent. Je suis désolée, hein, je sais que ça te pique quand je dis ça, mais souffre, c'est moi la star aujourd'hui. Alors je n'ai pas l'explication vraiment pourquoi on appelle le continent, mais je crois savoir que voilà, quand on l'appelle le continent, d'abord c'est affectueux, mais surtout pour expliquer aux gens que voilà, tout ce que vous... En tout cas, tout ce que vous pouvez comprendre ou trouver du continent africain, bah, c'est au Cameroun que ça se passe. Tout à fait. Donc, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'est l'Afrique en miniature, voilà. Donc, que ce soit en termes de paysage, en termes de température, etc. On trouve, que ce soit du nord vers l'ouest, vers le sud-ouest, vers le centre, on trouve vraiment presque toutes les caractéristiques de l'Afrique. Et j'en suis fière. Non, mais blague à part... Au-delà de la nationalité. Oui, au-delà de la nationalité, voilà, au-delà du droit, enfin, au-delà des éléments constitutifs d'un État, c'est-à-dire la population, le territoire et le gouvernement, le Cameroun
c'est mon pays, je ne sais pas comment répondre à cette question. Oui. Le Cameroun m'a donné qui je suis, m'a donné mon tempérament, m'a donné le sens du partage, m'a donné mes parents qui m'ont éduqué de manière stricte, m'a donné l'ouverture d'esprit, parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, on est assez ouvert finalement. Comment tu arrives à transmettre le Cameroun à tes enfants? C'était plutôt comment j'arrive à transmettre la France à mes enfants, ma question. Ok. Puisque moi, j'incarne totalement le Cameroun dans vraiment des cheveux à l'orteil. C'est vrai. Donc moi, c'était vraiment comment moi, je vais faire voir la France à mes enfants. Oui. Parce que je ne voulais pas qu'ils soient... parce que j'en connais beaucoup qui vivent vraiment la tête uniquement dans le Cameroun. Et ça, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi parce que logiquement, pour moi, j'ai tous mes amis, toute ma famille au Cameroun. Donc, logiquement, toute ma vie tourne autour du Cameroun. Ouais. Mais aujourd'hui, je vis en France. Et au travers de mes enfants, j'ai appris à voir la France différemment et à m'intéresser à la France différemment pour aussi donner le meilleur de la France à mes enfants. C'est vrai. Parce qu'on me pose toujours la question, mais moi je vois la chose à l'envers. Parce que le Cameroun, logiquement, mes enfants, tu sais, à la maison, ce qu'on mange, etc., c'est camerounais, c'est logique. Parce que nous deux, mon mari, tu vois, mon mari aurait été d'un autre pays, on aurait la question qui se pose, mais tous les deux, on est camerounais. Donc le Cameroun, ça respire le Cameroun à la maison. Et moi, en tout cas, aussi, ce qui m'aide, c'est ma mère. Je suis très proche de ma mère. Ma mère vient régulièrement. Aujourd'hui encore, je suis là parce qu'elle est là avec mes enfants. Le fait même juste de parler avec elle au téléphone, j'entends l'accent. J'entends les bruits camerounais. À chaque fois qu'elle vient, elle ramène le Cameroun. Les vêtements, la nourriture, tout ce que tu veux. Et ça permet vraiment de connecter. Et j'y vais, je suis allée avec mon mari. Donc vraiment, le Cameroun, c'est pas le problème. Le Cameroun, vraiment, les enfants, ils connaissent tous les mecs camerounais. Quand ma mère vient, ils mangent, ils connaissent tout du Cameroun. Là, c'est pas une question. Mais moi, vraiment, le challenge, c'était comment... Je voulais leur donner le meilleur de la France et le meilleur du Cameroun. Donc, j'ai dû m'intéresser aussi à la France parce que je ne m'intéressais pas plus que ça. Quand tu arrives en tant qu'étudiant, tu n'as pas le temps. Tu dois survivre. Tu dois renouveler ton titre de séjour, tu dois valider tes... Donc, tu survis, tu ne te demandes pas est-ce que je vais manger la tartiflette ou je ne sais pas quoi, machin. Non, tu es concentré, en tout cas moi personnellement. Et quand j'ai eu mes enfants, surtout ma fille qui a commencé à grandir, qui commence à s'intéresser, qui me parle de ce qu'ils ont mangé à la cantine, qui aime bien les choux-fleurs, qui aime bien les brocolis, bah, automatiquement, je dois m'intéresser. Je dois m'intéresser à comment fonctionne le système éducatif en France, parce que mes enfants vont y passer. Et si tu devais nous conseiller un artiste camerounais par excellence à écouter? C'est très, très dur. C'est très, très dur. Je suis très, très, très attachée aux sonorités camerounaises. Vraiment, c'est... Que dire? Mais dis-moi. Ce qu'on écoute le plus, c'est X Maléa. Oh, ok. On écoute beaucoup. Mais il y a Longuet Longuet aussi qu'on écoute aussi. Ok. On a Mathématiques aussi de Petit Pays qu'on écoute énormément. Donc je veux dire, c'est... Enfin, moi je suis encore... Enfin, il y a des jeunes chanteurs. Il y a Loco, il y a Numérica, bien sûr, Clin d'œil, parce que j'ai dansé avec lui. Du coup, j'ai fait 10 ans de danse au Cameroun. Donc il y a Numérica. Donc c'est... Mais je vais dire, ce qu'on écoute le plus, je vais dire les X Maléa. C'est vraiment... ça me plonge vraiment dans des choses, quoi. C'est vrai. Même moi, étant congolais et en grandi au Congo, j'ai beaucoup écouté X Maléa. Une période, par exemple, on va dire mes 21, 22, 23, 24 ans, c'est pas forcément ce que j'écoutais. Tu vois, mais aujourd'hui à l'âge que j'ai, c'est une nostalgie. Je peux même, c'est inexplicable. Tu vois, mon mari aujourd'hui, lui, à la base, il aimait le rap et tout, tu vois. Je pense que quand on grandit aussi, parce que 21, 22 ans, tu vas dire, moi j'écoutais, tu vois, j'allais écouter des chansons des jeunes de moi. Je comprenais pas le message forcément qu'ils passaient. J'entendais quand j'étais plus petite, j'étais obligée parce qu'il y avait les parents qui écoutaient. Mais quand tu grandis, et tu écoutes ce qu'ils disent, tu te dis, ah ouais, donc c'était ça. Quand on disait qu'on vous allez grandir, vous allez voir. Est-ce que vous voyez déjà? Là, maintenant, je vois déjà. Parce que je ne comprenais pas bien. Quand nos parents nous disaient, ah, quand vous allez grandir, vous allez voir. Maintenant, je vois. Donc, c'est un peu, je pense que c'est ça. Ça me plonge vraiment
dans mon enfance, ça me plonge dans les bruits de mon pays. Ça, juste de voir, entendre, ça me ramène au Cameroun, en fait, tout simplement. Moi, j'ai une question au sujet de ta maman. Comment elle a vécu la séparation avec toi, en fait, quand elle est restée, toi, t'es venu. Est-ce que vous avez eu le temps d'en parler, surtout de connaître un peu ce qu'elle a ressenti? Parce que, en toute honnêteté, c'est vrai qu'on parle souvent de gens qui viennent d'arriver, tout ça, mais on parle rarement de ceux qui restent. Maintenant, oui. Maintenant qu'on va dire que j'ai une certaine stabilité, que je pense, de ce qu'elle dit, elle a atteint son objectif. Mais c'est vrai que quand je suis partie, non, moi j'ai pleuré parce que c'était très, très, très dur pour moi. Elle aussi, parce que c'est vrai qu'on est très proches, ma mère et moi. Ouais. Mais comme je disais, quand tu arrives, tu penses pas forcément à ça. Ouais. Déjà, comment ma fille elle va faire, est-ce qu'elle va réussir ses études, est-ce que ces questions-là, on en a parlé, on en parle, parce que moi, des fois, je m'amuse à la prendre en vidéo et lui demander, est-ce que tu es fière de moi maintenant, ma mère, elle est très, très, elle est un peu comme moi, très ouverte. Et oui, c'était très, très difficile pour elle aussi. J'étais son dernier enfant et sa seule fille. Ouais. Et c'est moi qui, entre guillemets, il y a toujours eu beaucoup de monde à la maison, bien sûr, mais je veux dire, dans l'année, elle passe presque 6 mois avec moi en France. Ok. Pour dire à quel point, à chaque fois qu'elle vient, elle fait au moins minimum 6 mois dans l'année. Parce qu'on a ce lien-là. Ouais. Et elle le dit aujourd'hui, c'est vrai que nos parents, ils ne vont pas forcément dire oui, ça m'a fait de la peine. Ouais. Elle va dire oui, mais Non, il fallait que tu parles, trop de fierté. Ouais. Mais dans ces gestes et dans les relations qu'on a aujourd'hui, je comprends que on se manque, on se parle tous les jours, ma mère, mais tous les jours. On ne peut pas faire un jour sans s'appeler au téléphone. C'est que vraiment, je suis super occupée ou je suis en déplacement, mais on se parle tous les jours. Donc, je pense que c'est parce qu'il y a un manque qu'on se parle autant. Dans ton bouquin, tu prônes une parentalité imparfaite mais investie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que nul n'est parfait. Il n'y a aucun parent parfait parce qu'il n'y a aucun être humain parfait. On ne cherche pas la perfection pour ses enfants, on cherche la perfection pour soi-même. Ouais. Je m'explique. Ce qui est bon ou tolérable pour moi ne le sera pas forcément pour l'autre. J'ai parlé de ça parce que je pense aux réseaux sociaux. Avec beaucoup de comparaisons. Quand on devient parent, la première chose, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, regarder les autres. Et il y a toujours les maisons qui sont parfaites, les couples qui sont parfaits. Tout est parfait sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Ce n'est juste pas vrai. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on puisse chacun être conscient que la vie, c'est pas réel, c'est pas vrai. Ouais. Autant on fait des erreurs en tant que parents, autant nos enfants font des erreurs. Donc moi, je suis vraiment pour une parentalité participative, autant pour les parents que pour les enfants. Comme je dis toujours, mes enfants m'apprennent énormément de choses. Même le langage, le vocabulaire. Ouais. Je vais dire à ma fille, prends-moi le peigne dans les toilettes. Mais non, maman, c'est la salle de bain. Mais moi, au Cameroun, c'est la salle de bain. C'est mélangé. Il faut être humble quand on est parent. Parce que c'est ce manque d'humilité qui peut créer un fossé entre les parents et les enfants. Moi, je demande pardon à mes enfants quand je fais mal. Je leur demande pardon. Je demande leur avis. Ce n'est pas des enfants rois. Hein. C'est pas Montessori. Tu connais ça. Ouais. Blague à part, je veux dire, on n'est pas parfait, il n'y a pas d'être humain parfait, mais on essaye. L'amour, l'humilité, c'est ce qui fait d'une famille une famille, c'est ce qui fait d'une personne une personne. Accepter que je ne sais pas tout et je ne saurai jamais tout. Mon enfant peut m'apprendre, mon petit frère peut m'apprendre, un tel peut m'apprendre, il faut toujours être ouvert. Et donc c'est pourquoi je parle de parentalité imparfaite. Dans 5 ans, comment tu vois ton association ? Ou quel est le niveau que tu aimerais que l'asso atteigne? Quelles sont les actions que tu aimerais lancer et quel impact aimerais-tu avoir sur l'échelle nationale ou Cameroun et France, quoi? En France, j'espère avoir vraiment un espace pour les mamans. Okay. Pas qu'un espace où on parle, mais un espace même de soins. Parce que je sais que quand tu accouches, c'est difficile de dormir, c'est difficile de prendre soin de soi en tant que jeune femme, en tant que femme tout simplement. Donc j'espère avoir un espace dans lequel les femmes pourront venir, on pourra échanger, on pourra s'occuper d'elles
porter leur bébé, qu'elles puissent prendre une douche, qu'elles puissent se laver, qu'elles puissent manger un repas chaud. Parce que souvent, quand on est parents, on mange un peu tiède. Hein. Ouais. On mange un peu froid même souvent, hein, parce qu'on finit de servir. Maman, j'en veux encore un peu. Donc, de pouvoir avoir cet espace où on peut prendre soin vraiment d'une femme. Et au Cameroun, j'ai commencé à travailler dessus, c'est d'avoir un espace pour les femmes où elles peuvent travailler. Quand je suis allée au Cameroun l'année dernière, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui savaient coiffer, qui savaient faire de la couture, mais n'avaient pas d'espace. Ouais. Donc là, je suis en train de travailler sur ce projet pour avoir un espace couture-coiffure où les femmes pourraient travailler et former les autres femmes qui arrivent et que ce soit voilà, un partage de connaissances pour que les femmes puissent être indépendantes. Parce que je pense que l'un des véritables problèmes qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est que la femme n'est pas assez indépendante. Donc le fait, ce n'est pas tous les jours de ramener les vêtements, leur donner, mais de pouvoir faire qu'elles puissent acquérir des connaissances et qu'elles puissent voler de leurs propres ailes. Donc dans 5 ans, j'espère que le projet au Cameroun et celui de la France, j'espère que ça... ce sera viable. Ok, mais tu vois, ça reste un modèle associatif. Restons dans l'entrepreneuriat social. Quelles sont les difficultés que tu rencontres quand même? Parce que c'est vrai que le monde associatif, il faut du financement, il faut des partenariats, il faut des subventions. Comment tu gères? Moi, le plus difficile, c'est le temps. Ok. Ah oui, c'est vraiment mon problème parce que j'ai pas de mal à aller chercher. Comme moi j'y vais, mais le temps, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Et quand tu fais une association, alors je remercie Sandrina et Inès qui sont avec moi de l'association. Pour l'instant, on est 3. J'ai voulu qu'on soit 3 pour un début parce que ça permet de mieux se comprendre, d'avoir moins de choses à gérer. Parce que gérer les êtres humains, c'est la chose un peu la plus compliquée. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une question de temps parce qu'on est 3 mamans, 3 épouses. Avec 2 enfants et plus. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident de trouver du temps entre le boulot, ça. De vraiment se dire, ok, l'association, je me mets dessus à fond. Ouais. Et donc, c'est là où un peu mon réseau, mes réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé parce que vu que je parle de maternité depuis toujours, donc quand j'ai créé l'association, logiquement, ça a suivi et j'ai eu des propositions qui sont arrivées. Par exemple, les petits chaperons rouges, je m'y attendais pas du tout. Enfin, j'étais pas forcément la plus grande association qui existait, mais on travaille ensemble et c'est d'avoir vraiment ces contacts humains finalement qui comprennent. Et moi, ce n'est que ça que je recherche. Tu as beau me donner des milliards d'euros, si vraiment tu ne comprends pas la problématique, si tu ne comprends pas ce que je porte, ça ne m'intéresse pas parce que je travaille vraiment au feeling. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes du coup qui travaillent aussi au feeling comme moi. Et ensemble, on essaie. C'est pas toujours simple parce que ça fait 2 ans que j'ai l'assaut. Des fois, tu prévois de faire... Si je te montre mes projets sur l'année 2026, je n'ai pas fait la moitié. Hein. Okay. Je n'ai pas fait la moitié parce que je ne peux pas. Parce que déjà, j'ai eu une année assez difficile, parce qu'il y a les aléas de la vie, parce que... Mais je tiens bon parce que je sais que si je réussis à faire sourire une maman, si je réussis à apporter de l'aide à une personne, c'est déjà beaucoup. Tu as 4 enfants aujourd'hui. Dis-nous à quel point c'est dur, s'il te plaît. Dis-nous à quel point c'est dur. Sincèrement. Non, mais sincèrement, le plus dur, c'est de passer de 1 à 2. Je le dis toujours. Le plus dur. Ouais. Le plus dur, et pour moi et pour beaucoup de personnes autour de moi, c'est de passer de 1 à 2 parce que c'est vraiment un gros changement. Ouais. Tu vois, quand tu as déjà 2, allez, vas-y. Ouais. Allez. C'est la fiesta. Ouais. Si tu vois, tu as moins peur, tu as moins... Mes enfants, ils jouent entre eux. Enfin, aujourd'hui, franchement, moi, j'ai eu un coup dur pour ma dernière grossesse. J'ai fait une prééclampsie sévère et j'ai eu un bébé qui est né prématuré. Okay. Donc ça, c'était dur. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'était un coup qui n'était pas... qui ne venait pas de moi. Donc, il a fallu gérer ça. Donc ça, c'était dur parce qu'il fallait gérer ça moi, mon mari, les enfants, leur expliquer, etc. Il fallait tout réorganiser, tout réaménager. Dieu a fait grâce, on a traversé et maintenant elle va très bien. Elle a dépassé le poids qu'il fallait pour l'âge même qu'elle était sans savoir. Parfait. Mais je veux dire, le quotidien en France, hein, j'en parle dans le livre, c'est difficile parce qu'on est seul. Oui. Tu bouffes tes enfants H24. Il n'y a pas de répit. Ouais. Et ici, les enfants, ils parlent. C'est pas comme au pays. Non, ici, les enfants, ils vont te parler toujours. Ils vont te demander. Tu dois expliquer. Des fois, j'ai pas envie. Oui.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Des fois, je vais être tranquille, non, Je ici, vois. non, maman, mais maman, mais maman, mais maman. Oh, je suis juge, je suis avocate, je suis cuisinière, je suis aide ménagère, je suis ménagère, je suis médecin, je suis tout. Et je pense qu'en France, on parle de familles nombreuses à partir de 3 enfants. De 4 enfants, De 4, je suis en plein dedans. Ou en plein dedans. Est-ce que, bon, moi, est-ce que t'en aimerais encore plus? Non, C'est bon, ok. non, on voulait 4 enfants. Oh, tant mieux. On ok. a 2 filles, 2 garçons. Oh, c'est parfait. Franchement, C'est parfait. on est bien. Tous mes enfants, ils ont été voulus. Je voulais 4 enfants. Parfait. Donc, quand j'avais un, je savais qu'il me fallait 2. Quand Oui. j'avais 2, je savais qu'il me fallait 3. Quand Oui, j'avais oui. 3, je savais qu'il me fallait 4. Ok. Et là, voilà, c'est l'osmose. Je ne vais pas dire la perfection, il n'y a que Dieu qui est parfait, mais je veux dire, on n'est pas loin. Ok. Non, c'est cool. Mais non, c'est cool. C'est cool. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à une personne... non, ou tout simplement, qu'est-ce que tu dirais à la Vanessa d'il y a 5 ans, par exemple, ou il y a 6 ans, en tout cas. Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant, si tu devais lui donner un conseil? La solitude, c'est pas si mal que ça. Ok. Cette solitude que j'ai connue en France, c'est pas si mal. C'est parce que c'est dans la solitude que j'ai mené et que j'ai gagné mes plus grands combats. On vit en communauté toujours. Mais c'est vrai que des fois, en vivant en communauté, on ne fait pas forcément ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a le regard des gens. Parce que, comme j'ai lu sur Facebook, si tu veux vraiment échouer, si tu veux échouer sur un projet, parle-en à 10 personnes. Demande l'avis de 10 personnes. Oui. Parce que 10 personnes vont te donner 10 avis. Tu seras perdu dans ce que tu Oui, en voulais effet. faire. Donc parfois être seul et se dire, là je suis seul, il n'y a personne pour m'aider. Ça m'a permis vraiment de donner le meilleur de moi-même. Un meilleur que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de me découvrir autrement. Donc j'allais dire, Vanessa ou toute personne qui me regarde, cette solitude que tu traverses aujourd'hui sera une arme pour toi demain parce que tu feras le choix des personnes avec qui tu veux être, tu feras le choix de ce que tu as envie d'être et tu sauras mieux qui tu es et tu sauras surtout ce que tu ne veux pas. Ça, c'est un très bon voilà. message, ça. C'était pas prévu, hein. Je parle comme ça, C'est un très c'était beau pas message. préparé en plus. Non, c'est un très beau message. Et professionnellement, t'es à quel niveau? Est-ce que tu arrives t'as déjà repris du travail ou est-ce que tu te laisses le temps de trouver un travail qui respecte vie pro, vie perso? T'es à quel niveau Je me laisse jamais le temps déjà pour commencer. D'accord. Donc, je suis comme un singe. Si je lâche une branche, c'est que j'en ai attrapé une autre. Très bien. J'ai toujours travaillé. Hein. J'ai travaillé. Là, je suis encore en congé maternité. Je suis encore en congé maternité. Mais je suis sur un projet. J'ouvre mon coffee shop. Coffee shop. Groupement. Puisque, figure-toi que pendant mon congé maternité, comme d'habitude, j'ai fait une formation. Donc, j'ai fait un CAP en candidate libre. Okay. Et j'ai eu mes résultats, mention très bien. Okay. Donc pendant que j'étais à l'hôpital, etc., je bossais quand même. Donc c'est une année difficile, mais quand je veux faire quelque chose, il faut que j'ai la légitimité de pouvoir faire. Pour moi, c'est important. Avant de créer l'association, j'ai fait une formation en compagnon de postnatal de 6 mois, avec un diplôme. Je veux ouvrir un coffee shop, je ne me lève pas. Il y a des gens qui le font. Et chacun fait son truc. Mais moi, personnellement, j'ai besoin vraiment de comprendre où je vais, de comprendre ce que je fais. Donc, j'ai fait ma formation, j'ai eu mon diplôme avec mention très bien. Je suis en train de finaliser avant de venir ici. Je n'étais pas habillée comme ça. Hein. J'étais en train de nettoyer, de passer la peinture, de faire des trucs. Et là, j'ai ouvert mon coffee shop parce que je suis passionnée par la cuisine. J'ai toujours aimé la cuisine. Et aujourd'hui, je préfère être à mon propre compte. Donc, j'ai travaillé, j'étais responsable qualité. J'ai toujours travaillé. Mais aujourd'hui, avec mes enfants et avec la moi d'aujourd'hui, j'ai besoin de faire quelque chose qui me parle et d'organiser mon temps comme je veux. Et donc, je suis en train de faire mon coffee shop, j'ai le local, j'ai tout. Donc, j'espère que vous viendrez à l'ouverture. Oui, mais c'est où déjà À Vitré, bien évidemment. Dans mon bled, dans mon village. Mais bon, j'ose croire que si tout se passe bien, j'en aurai un à Rennes aussi. Donc, ça va être entre deux mondes. Hein. C'est la cuisine française mélangée à la cuisine camerounaise. C'est cool, c'est cool. Voilà. C'est cool. Et quels seraient les 3 mots qui te définissent à merveille? Les 3 mots qui me définissent à merveille. Toi, qu'est-ce que tu dirais de l'entretien qu'on a eu? En vrai, ouais. Franchement, quels sont les 3 mots qui me définissent? Le premier mot qui me revient là, c'est résilience déjà. C'est bon.
j'aimerais dire courageuse, mais vraiment déjà résilience. Je me dis, mais waouh, c'est le niveau de résilience qu'il faut avoir pour aller en cours avec un enfant, bref, c'est incroyable. Et deux, oui, je trouve qu'il y a une certaine créativité. En tout cas, je trouve que tu es créative. Donc, c'est le deuxième mot. Et troisième mot, je dirais entreprenante. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ah oui. Oui, entreprenante, hein, parce que voilà, tu prends des initiatives quand même pour faire telle ou telle chose. Donc, en tout cas, ouais, c'est un peu les trois mots qui me reviennent là, par rapport à tout ce qu'on a pu se dire. Peut-être qu'il y a un autre mot à rajouter ou à enlever, je sais pas. Non, bah, tu dis en fonction Ouais. de ce que tu sais de moi et c'est Ouais, tout à ouais. fait normal. Moi, je dirais foi, déjà. Foi. C'est la base, en fait. Je n'aurais rien fait sans l'aide de Dieu. Tout ce que... C'était très bien fait de sa part. C'est le meilleur scénariste. Des fois, il t'arrive des choses, tu te dis, ah, mais il sait ce qu'il fait. Ouais. Et moi, je lui fais confiance. Je fais confiance en Dieu. Donc, la foi... La foi en Dieu occupe une grande place dans ta vie, dans ton Oui, parcours. c'est la première place dans ma vie. Ok. Voilà, donc je vais parler de la foi. Ensuite, je vais parler de l'amour. Parce que tout ce que je fais, au-delà de la passion, c'est vraiment par amour. Ok. Et aujourd'hui, je ne fais que ce que j'aime. En tout cas, j'essaye. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime être là. Sinon, Ok. je ne serais pas là. Parce que bon, avec 4 enfants et tout ce que j'ai à faire, bon, voilà, je peux être partout sauf ici. Ouais. Mais si je suis là, c'est par amour. Et le dernier mot, c'est kiffer, quoi. Ouais. Je veux profiter. Je veux juste kiffer ma vie, moi. Tu vois, je veux juste faire... Parfois, j'ai pas besoin de... Voilà, faut pas trop de mots, faut pas trop de cadres. Ouais. Moi, j'ai juste envie de kiffer, j'ai juste envie de profiter, de me dire demain, si je meurs, que mes amis, et je le dis, si demain je suis plus là, que mes enfants, mon mari, je dis tout le temps ça à mon mari, si demain je meurs, sache que j'ai été heureuse dans ma vie. J'ai fait ce que j'aime. Même si ça n'a pas toujours plu, pour moi c'est important, j'ai fait ce que j'aime. J'étais en Sciences Po, j'étais danseuse. On m'a toujours dit, mais comment tu es en Sciences Po, tu danses? Parce que j'aime danser. Qu'est-ce que tu crois? Je fais pas des choses juste pour te plaire, tant que je te dérange pas. Laisse-moi tranquille. Donc moi, je veux kiffer ma vie avec les gens que j'aime, profiter, aider si je peux, apporter ce que je peux apporter. Et si j'ai rien à apporter, j'apporte rien, mais je suis là quand même. Et puis voilà, tranquille. Qu'est-ce que tu aimes de la France? S'il y a un truc que tu kiffes vraiment de la France, tu dis, j'aime beaucoup ce pays. Ce serait quoi? Oh, j'aime tellement de choses en France. Il y a la bouffe, c'est bien. Ouais. Les bleus, j'aime bien. Même comme on est éliminé. Non, j'aime bien la France parce que la France m'a donné les opportunités que le Cameroun ne m'a pas donné. Alors, je ne sais pas, peut-être que... Ouais. Je ne sais pas. Peut-être que si je serais restée, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais de ce que j'ai pu observer, je suis arrivée en France... j'ai pu travailler, j'ai pu être moi-même, j'ai pu faire ce que j'aime, je suis là aujourd'hui, j'ai créé mon association. Pourtant, je suis camerounaise, je suis toujours camerounaise. J'ai pu acheter ma maison en France, j'ai pu avoir des postes à responsabilité dans de grandes entreprises. J'ai pu kiffer en France. Ok. Avec les difficultés, bien sûr que ça incombe, mais je pense qu'il y a des difficultés partout. Mais j'ai pu kiffer. La France m'a apporté cette stabilité-là. Et comme je disais, si demain je deviens mère au Cameroun, je serai étrangère à la maternité au Cameroun parce que je suis devenue mère en France. C'est vrai. Donc demain, si je rentre au Cameroun et que je suis enceinte, c'est vrai. Ça va être un peu, je vais me dire, mais comment je vais faire si je vais être stressée. C'est vrai. Parce que oui, ton identité d'adulte s'est construite. Je suis une hybride. En France et oui, au final. Je suis hybride. Je suis hybride et j'aime autant la France que le Cameroun. Mais bon, alors si le Cameroun joue contre la France, bien sûr que je supporte le Cameroun, mais la France contre tout autre pays, je supporte la France. Je veux dire, j'ai pas à me justifier. On va toujours dire oui, mais j'ai pas à me justifier. Chacun a son histoire, chacun a son parcours. Mon parcours, comme vous avez pu le voir, ça n'a pas toujours été simple. J'ai eu beaucoup de difficultés en France, mais moi je prends toujours les pierres et je crée des ponts. Et pas des murs. C'est très très bien. Mais en tout cas, sur ces belles phrases, on va finir parce qu'on est totalement à la fin de cet épisode. Je ne sais pas, Vanessa, aurais-tu un petit mot rapide pour finir? Peut-être un conseil rapide ou voilà, pour qu'on finisse cet épisode. Kiffe ta vie. Voilà. C'est tout.
kiffe ta vie. Et puis, pour terminer, mais je vais te dire merci, Gévic, pour ce que tu fais, ce que tu proposes. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aimerais moi t'interviewer parce que je trouve que c'est génial. Une personne qui fait autant de choses sans se justifier. Tu es qui tu es comme tu es, c'est à prendre ou à laisser. Donc merci de nous permettre de nous exprimer parce que ça fait du bien de parler. Comme on dit toujours, parler, ça résout déjà une partie du problème. Ouais. Le fait d'extérioriser. Merci pour le travail que tu mènes avec ton association. Merci pour le travail que tu mènes dans la musique. Merci pour le travail que tu mènes en fait dans tout ce que tu fais, cette énergie que tu mets, vraiment que le Seigneur te rende au centuple et que tout ce que tu fais, que ce soit une grosse réussite. Et sache que si je peux aider, je serai toujours là. Merci beaucoup Vanessa, merci beaucoup pour tes mots qui me touchent énormément. Merci surtout à toi Vanessa de nous avoir partagé ton témoignage. Si vous voulez en savoir un peu plus sur elle, sur Vanessa Ngassa, je vous invite à lire son ouvrage Mère à l'étranger et à suivre les actualités de l'ASEM, l'association de soutien entre mamans. Vous pouvez retrouver cet entretien en intégralité en vidéo sur notre chaîne YouTube Odari, mais aussi sur le site internet ainsi que les plateformes de Radio Laser. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez à l'écoute, la suite du programme arrive dans un instant sur Radio Laser.